Vous l'avez encore mauvaise de l'élimination de la France par la Suisse à l'Euro? Pas de chance, parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'une heure de gloire de ce petit pays. Et pas n'importe laquelle. Celle qui symbolise l'union et l'indépendance de la Suisse, Morgarten. Morgarten, c'est une bataille, devenue un véritable symbole helvétique. Bien souvent repris à des fins politiques, pour illustrer la résistance du petit face au grand, de la petite Helvétie face aux appétits de ses immenses voisins. Alors, penchons-nous aujourd'hui sur le jour où quelques montagnards ont défié l'une des familles les plus puissantes de leur époque, les Habsbourg. Alors, avant de nous plonger dans notre histoire, il nous faut un petit peu de contexte. Le récit de Morgarten prend place dans la plus grande entité occidentale du Moyen-Âge, le Saint-Empire. Au début du XIVe siècle, cette masse s'étend de l'Italie du Nord au Danemark, de la Bourgogne à la Pologne. C'est immense. Mais il ne faut pas se fier uniquement à cette taille gigantesque. La réalité politique y est bien complexe. L'empereur, à la tête de l'Empire, est en réalité aux commandes d'une multitude de nations très différentes, plus ou moins autonomes. L'Empire sert surtout de cadre à la cohabitation des différents seigneurs, princes et autres ducs. Plusieurs grandes familles et petits pays se battent en son sein pour agrandir leurs influences. Et en ce début de siècle, l'une d'elles commence réellement à monter en puissance, la lignée des Habsbourg. Originaire d'Autriche, elle a commencé à étendre son emprise autour d'elle et sur de nombreux comtés dans les Alpes occidentales. Son but, vous me direz, contrôler l'une des routes commerciales les plus fréquentées de l'Empire, qui offre le passage le plus court à travers les montagnes en direction des riches plaines italiennes. La contrôler et la taxer apporterait sans aucun doute une trésorerie illimitée à cette famille pleine d'ambition. Mais pour cela, ils ont déjà commencé à mettre la main sur de nombreux cols stratégiques. Mais un obstacle leur barre toujours la route. Ce que l'on nomme les trois cantons. Des petites régions forestières que sont l'Underwalden, l'Uri et le Schwyz. Ces derniers, voyant déjà le géant autrichien les entourer, vont prendre une décision, celle de l'unité. Ils signent en 1291 un pacte d'assistance mutuelle, un pacte fédéral. Et encore aujourd'hui, il est considéré comme l'acte de naissance du pays. Cet événement est commémoré par la fête nationale du 1er août. De plus, les cantons ne comptent pas seulement sur eux-mêmes pour se protéger. Les Suisses, c'est un peuple qui a le sang chaud, et ils le mettent volontairement au service payant des seigneurs étrangers. Ils excellent notamment dans le maniement de la hallebarde, arme d'ast permettant de contrer les charges de la cavalerie lourde, qui est alors encore reine des champs de bataille. Leur valeur est rapidement remarquée par l'empereur lui-même, Frédéric II, qui est d'ailleurs, très théoriquement au final, le suzerain des cantons. Et il va les employer notamment en Italie au cours du XIIIe siècle. Et leur action sera si décisive qu'il accordera au canton sa protection personnelle. Le nouvel empereur, après, Henri VII, va renforcer cette protection en 1309. Et il protège donc les cantons de l'appétit des Habsbourg, ne pouvant pas se mettre leur empereur à dos. Cependant, bien que les plans Habsbourg s'avéraient impossibles à se concrétiser, la situation n'empêcha pas l'escalade, et toutes ces tensions vont prendre place autour de l'abbaye d'Einsiedeln. Cette dernière est sous protection des Habsbourg, et son territoire vient border celui du Schwyz au nord. Le domaine religieux utilise son autorité sur les vallées alpines environnantes. Elle développe très fortement l'élevage de vaches pour alimenter l'entreprise commerciale d'export de bétail et de fromage. Cette expansion vient rapidement grignoter les pâturages suisses, qui se voient envahir par les métayers du monastère. Expansion qui dégénère rapidement au vol de bétail organisé. Les cantons, qui ont déjà du mal à nourrir leur très forte population, voient rouge. Ah ça, faut pas venir les emmerder, même pour du fromage. Et ces différends se transformant donc en un véritable conflit frontalier. Cependant, fâcheuse coïncidence pour les Helvètes, en 1313, l'empereur Henri VII meurt. Le protecteur des cantons n'est plus. Et les tensions montent alors encore d'un cran.
deux candidats se mettent face à face pour la succession au titre. Frédéric le Bel, un Habsbourg, et Louis de Bavière. Alors vous l'imaginez bien, la peur des Habsbourg pousse la jeune Suisse à se ranger derrière le deuxième candidat de Bavière. Au début, les conflits pour le trône sont violents, mais bien loin des Helvètes, qui, eux de leur côté, ont toujours l'aiguille de l'abbaye plantée dans le pied. Si bien qu'un an plus tard, en 1314, quelques centaines de Schwytzois, désemparés de la situation, passent à l'action un soir. On prend les armes et on marche sur le domaine religieux. En quelques heures, la centaine de révoltés s'empare du couvent d'Einselden et le pille durant ce que l'on nomma la Nuit des Rois. Ils éliminent alors leur concurrent commercial, mais déclenchent par la même occasion une dangereuse réaction en chaîne. Les cantons viennent de rentrer dans le conflit entre la Bavière et les Habsbourg pour le trône impérial. Et en effet, l'attaque du monastère est perçue par Frédéric comme une atteinte à sa réputation et un défi direct à son autorité. Frédéric II va alors faire appel à son frère, Léopold, en lui ordonnant de mater les paysans rebelles helvétiques. Ce dernier n'a qu'une idée en tête, soumettre et humilier ceux qu'il voit comme des montagnards non civilisés, et prendre, par la même occasion, le contrôle de la route commerciale des Alpes. Nous sommes le 13 novembre 1315. Bien que la fin d'année approche, Léopold estime qu'il a encore le temps pour une campagne éclair avant le début de l'hiver. Il planifie alors une attaque sur deux fronts. Il se prépare personnellement dans la ville de Zug, avec l'intention d'attaquer le Schwyz, tandis que le comte Otto von Strassenberg est appelé à l'ouest pour frapper Lunderwalden. Léopold a de l'influence, il rassemble autour de lui entre 6000 à 8000 soldats selon les sources, dont au moins 2000 cavaliers et chevaliers, certains parmi les meilleurs de tout l'Empire. Et Otto n'est pas en reste, il regroupe autour de lui à peu près 6000 hommes. De leur côté, c'est une autre soupe. Les confédérés regroupent la plupart de leurs troupes, soit à peu près 1500 à 2000 hommes. Ils estiment que la défense du Schwyz est cruciale. Les autres cantons envoient donc une grande partie de leurs soldats, ne laissant que le minimum possible pour défendre une série de places fortes clés et ainsi barrer les grands cols. Et au nord aussi, les Suisses arrivent également à boucler les accès directs à leur vallée avec quelques forts, notamment la ville d'Arth, et ses murs qui sont remplis avec des femmes et des enfants, devant allumer de nombreux feux de guet pour donner l'impression que toute l'armée suisse s'y est retranchée. Ils sont rusés, ils savent qu'ils ne pourront pas battre la formidable armée autrichienne de manière conventionnelle, et pour l'instant, leur plan fonctionne. Autour du 13 novembre, l'armée de Léopold arrive en vue de la ville, et tombe dans le piège. L'Autrichien veut contourner cet obstacle, et il ne lui reste alors plus qu'une petite route pour atteindre son adversaire, celle longeant le lac d'Aguerry. Son plan n'est pas dénué de sens. Il envoie quelques hommes devant la ville pour faire croire à une attaque frontale, et prévoit lui de passer avec le gros de ses forces autour du lac pour attaquer directement la ville de Schwyz, puis se diriger immédiatement vers le nord pour piéger l'armée helvétique. Les Autrichiens empruntent la route un petit peu après midi. C'est une étroite bande de terre, bordée d'un côté par le lac et de l'autre par des collines abruptes couvertes d'arbres. Le chemin est sûrement boueux, détrempé par des pluies diluviennes qui ont frappé l'Europe cet automne. Et de plus, la voie est étroite, probablement juste assez large pour accueillir 2 chevaux de front. La colonne s'étend donc sur plusieurs kilomètres. Il faut imaginer que Léopold ne dissimule pas ses forces, bien au contraire. La cavalerie lourde et le chevalier sont à l'avant, tandis que l'infanterie suit derrière, guidée par Léopold. Les Habsbourg voulaient, avec la chevalerie en premier plan, impressionner les possibles défenseurs. Ils avaient un grand mépris pour ces paysans de classe inférieure. Et pas besoin d'éclaireurs. Qu'y a-t-il à craindre après tout? Les soldats qui accompagnent Léopold ne sont pas des novices. Ils sont bien équipés et bien encadrés. Les chevaliers sont rompus au tournoi et comptent parmi les plus célèbres de l'Empire. Cette troupe représente ce qui se fait de mieux au XIVe siècle. Mais soudainement, l'avant-garde s'arrête. Une barricade énorme, rudimentaire mais redoutable, barre la route.
Les officiers ordonnent immédiatement aux chevaliers de dégager la route. Mais il est évident que cela va leur prendre un certain temps. La nouvelle de l'arrêt n'a pas atteint le gros de l'armée, qui, elle, continue d'avancer. Et la troupe commence à s'entasser de manière chaotique. La colonne est tellement encombrée que les hommes ont à peine assez d'espace pour se mouvoir. Et dans ce chaos, les officiers, trop occupés à tenter de remobiliser leurs hommes, n'ont pas remarqué ce qui bouge dans les arbres sur leur gauche. S'y cachent tous les montagnards suisses, 1500 combattants. Alors je dis paysans, montagnards, etc., mais en réalité ce n'est que l'image du mépris autrichien. Les combattants présents sont endurcis, dirigés par des maîtres de guerre, d'anciens mercenaires, nommés pour leurs compétences et non pour leur nom. Autre différence fondamentale, ils connaissent parfaitement le terrain. On serait presque tenté de comparer cette situation avec celle d'Hannibal au lac Trasimène, ici représentée par la pointe du point d'eau qui se transforme en véritable marais. Ici, il n'est pas question de jouer le jeu de l'adversaire de la bataille rangée, mais bien de mener une action de guérilla. Au bout de quelques minutes, un cri retentit dans la forêt. Quand les Autrichiens lèvent la tête, ce sont des centaines de fantassins qui sortent de la lisière des bois. Sans attendre, une pluie de flèches s'abat sur la colonne, suivie par des troncs d'arbres, d'énormes roches qui déboulent le long des collines et qui viennent frapper les Autrichiens. Ces derniers sont stupéfaits. La panique gagne la colonne qui voit les chevaliers tomber par dizaines. Réalisant le piège, Léopold tente de rallier ses chevaliers, mais la colonne est si encombrée et harcelée que les chevaux peuvent à peine bouger. La panique se propage rapidement dans l'avant-garde. Un filet de combattants suisses déboule également au niveau du centre de la colonne. Et l'arrière-garde autrichienne, craignant qu'il y ait plus de troupes encore cachées sur les pentes, se retourne et s'enfuit d'où elle vient. Mais pour les chevaliers et l'infanterie du front, aucune retraite n'est possible. Un ancien mercenaire pousse un cri. L'assaut est lancé. Bien qu'inférieur en nombre, il dévale rapidement la pente, et les chevaliers de Léopold tentent de former une ligne. La milice suisse charge, hallebarde à la main, et plonge littéralement dans la colonne autrichienne, qui est percée presque immédiatement. La cavalerie lourde, incapable de manœuvrer, ne peut tenir longtemps. La hallebarde des Suisses leur permet de mettre à terre les chevaliers tout en restant hors de portée de leur épée. Les rangs autrichiens sont décimés au prix de très peu de pertes. Certains cavaliers tentent bien de plonger dans le marais inondé pour tenter désespérément d'échapper à l'assaut. Mais la plupart ne vont pas loin dans l'eau glacée à cause du poids de leur armure. Les quelques chevaliers autour de Léopold, qui avaient encore une petite chance de fuir, font demi-tour avec le duc, qui est déjà grièvement blessé. Le seul chemin de retraite, par contre, c'est à travers la troupe, et les chevaliers piétinent leur propre infanterie en remontant la route. Léopold est sauf, mais c'est une victoire incontestable pour les cantons. En 2 heures, environ 2000 Autrichiens sont morts, dont de très nombreux nobles éminents, et certains des meilleurs chevaliers de Léopold sont restés à terre. À terre, oui, car les Suisses n'ont pas l'habitude de réclamer une rançon pour des prisonniers, comme il est coutume à l'époque. Avec la plus grosse armée Habsbourg en déroute, les confédérés font vite route vers l'ouest pour faire face alors à la deuxième. Mais lorsqu'Otto apprend la nouvelle de la défaite de Léopold, il abandonne la campagne et retourne sur ses terres. En Europe, c'est clair, personne n'en parle. Mais Morgarten a un écho régional immense. La victoire des paysans libres suisses contre une armée féodale dirigée par des nobles est un fait d'armes époustouflant. Cette bataille possède une valeur fondatrice. Suite à leur victoire, les cantons réitèrent leur alliance et signeront le pacte de Brunnen, appelé aussi lettre de Morgarten, le 9 décembre 1390. Ce document est le premier à mentionner le terme emblématique en Suisse, Eidgenossen, ou autrement dit, confédéré. Alors bien sûr, cette bataille de guérilla ne suffit pas à assurer l'indépendance des cantons. Les Habsbourg reviennent, en 1386 déjà, mais sans plus de bonheur. À Sempach, les Suisses adoptent une technique innovante qui va bientôt s'imposer pendant près d'un siècle, les carrés. 1500 confédérés vont mettre en pièces les 4000 Autrichiens
Et enfin, le peuple suisse est considéré comme tel, détaché des Habsbourg et de plus en plus indépendant du Saint-Empire. Alors, pour conclure, cette bataille, elle peut avoir une double lecture. Non seulement elle représente la résistance de la Suisse, d'ailleurs souvent récupérée à des fins politiques comme je l'ai dit, sa mémoire est maintenue depuis 1815, où la Suisse sort de l'Empire napoléonien, seule parenthèse à son indépendance, et veut réaffirmer son union. Morgarten a sans aucun doute soudé les cantons et leur a prouvé qu'ils pouvaient tenir tête à leurs immenses voisins à l'appétit insatiable. Mais cette bataille est aussi marquante d'un point de vue militaire et tactique. Elle s'inscrit dans une triade d'affrontements qui illustre le grand basculement tactique que représente la fin du Moyen-Âge. Celui du retour de l'importance de l'infanterie aux dépens de la cavalerie lourde. Nous avons Courtrai, où 8000 miliciens révoltés écrasent littéralement la chevalerie française. Ensuite, Bannockburn en Écosse, qui démontre aussi que les charges de cavalerie peuvent être stoppées par des formations de piquiers. Et enfin, Morgarten, qui vient confirmer que le temps de la cavalerie lourde est terminé, ou du moins qu'il faudra attendre qu'elle apprenne à manœuvrer plus subtilement pour revenir sur les champs de bataille plus tard dans notre histoire. Sur ce, je vous dis merci à tous pour votre attention, j'espère que ce format un petit peu plus narratif vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, et je vous dis que l'histoire soit avec vous.